Bonjour à toutes et à tous. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui autour du Big Data, c'est réussir la valorisation de ces données autour des technologies Big Data. Alors on va aborder dans ce webinaire 3 points principaux. Le premier, c'est pourquoi lancer un projet de valorisation des données autour des technologies Big Data, quels sont les éléments qui vont vous permettre de valider le fait que vous allez pouvoir lancer votre projet. Le deuxième et le plus important, c'est réussir son projet initial. Généralement, lorsque vous lancez un projet Big Data, que vous créez un data lake de données et que derrière vous allez alimenter votre système d'information avec les données issues de vos algorithmes et de vos règles de traitement autour de vos données du data lake, le plus important c'est de réussir le projet initial parce que les projets suivants généralement vont se faire tout seuls. C'est-à-dire que une fois qu'on a lancé le projet, une fois qu'on a réussi à lancer le système d'information Big Data sur les rails, derrière les choses s'enchaînent d'elles-mêmes. Mais il est très compliqué de réussir son projet initial. Et donc on verra tous les points nécessaires pour mettre le plus d'opportunités de votre côté pour le réussir. Et enfin, on fera un petit aparté sur la transformation des mentalités et voir comment, à partir de ce projet initial, on va pouvoir déclencher une démarche data-driven au sein de votre entreprise. Un petit avant-propos pour mettre en perspective un petit peu les choses. Sur les 2 dernières années, il y a 90% des données qui ont été générées. On estime qu'à peu près tous les 2 ans, on double la volumétrie d'informations générées dans le monde. 80% de ces données ne sont pas structurées et donc n'atterrissent généralement pas dans des systèmes de gestion relationnelle classiques et donc sont des données qui pourraient être valorisées et qui ne le sont généralement pas. 48% des entreprises, suivant le survey du Gartner de la fin d'année 2016, envisagent sérieusement de lancer un projet Big Data et pensent avoir des sujets sur lesquels lancer leur projet. Et pourtant, il n'y a seulement que 15% des projets Big Data qui aboutissent en production. Et la plupart du temps, c'est dû justement aux échecs en amont, échec au moment du POC parce qu'on construit un système mais on n'a pas de débouché, échec en termes de communication, échec en termes de propagation, de démocratisation des outils et de la gestion de l'information, échec en termes de gouvernance, échec en termes d'obtention d'un retour sur investissement. Et de fait, donc, seulement 15% des projets aboutissent en production. L'idée, c'est d'arriver à augmenter cette information, ce chiffre, et donc de mettre tous les atouts de son côté. Donc on va voir. D'abord, pourquoi lancer un projet de valorisation des données autour des technologies Big Data. Donc on va voir les éléments clés, et ensuite on parlera de quelques use cases habituellement rencontrés autour de ces technologies. D'abord, la force des Big Data pour valoriser vos données. Donc on l'a dit, la plupart des données sont inexploitées. La première chose que vous devez faire lorsque vous allez envisager de lancer un projet Big Data, c'est quels sont mes problèmes. Il vaut mieux pas commencer par quelles sont mes données, mais plutôt quels sont mes problèmes. Qu'est-ce que j'ai comme problème au sein de ma société, et derrière, qu'est-ce que j'ai comme données qui éventuellement pourraient m'aider à répondre à la problématique que je rencontre. Et à partir du moment où vous avez ces 2 éléments, dans un premier temps, vos identifications de vos problèmes, dans un deuxième temps, les données qui pourraient répondre à vos problèmes, et bien là, vous êtes en mesure de lancer efficacement un projet en maximisant vos chances de réussite de votre projet. Parce que derrière, quelle que soit la volumétrie, gros volume, les technologies, l'écosystème Big Data va vous apporter la puissance de calcul pour pouvoir traiter ces informations. Et les traiter, que ce soit des informations structurées ou non structurées. Toutes ces données-là, vous allez pouvoir les stocker, les collecter, les traiter et alimenter vos applications clientes avec le résultat de vos traitements. Et on parle du Big Data dans le cadre de gros volumes, mais aujourd'hui, il serait plus logique d'ailleurs de parler de Smart Data, parce que de données intelligentes, parce que quelle que soit finalement la volumétrie réel que vous avez, des centaines de terras, enfin quelques terras, quelques dizaines de terras, quelques centaines de terras, le principe reste le même. Le point crucial, c'est d'obtenir la capacité à valoriser votre information derrière votre système d'information. Alors on a quelques cas, quelques use cases qui sont
qui marche particulièrement bien sur ces technologies. On va essayer d'en parler rapidement. Le premier point, la connaissance client. Vous avez collecté beaucoup d'informations sur vos clients, sur vos abonnés, sur vos prospects, sur le comportement de vos utilisateurs, sur vos services Internet, sur des éléments qui peuvent être données externes provenant de DMP ou d'autres. Toutes ces données-là, elles sont à disposition et la puissance du Big Data va vous permettre de les traiter, de les croiser, de créer de nouvelles segmentations, de créer des modèles prédictifs si vous voulez lutter contre l'attrition, de vous permettre de mieux positionner vos produits parce que vous allez avoir une compréhension du comportement de vos clients qui est de plus en plus fine. Et derrière, vous allez vraiment pouvoir personnaliser, individualiser, client par client, chacune de vos actions et vraiment réfléchir à créer un échange très particulier entre vous et votre client parce que vous connaîtrez toutes les habitudes de votre client. De la même manière, si vous partez d'une entreprise avec un business model classique et que ce business model est amené à évoluer vers un business model dématérialisé Internet, les technologies du Big Data, de la même manière, vont vous permettre de croiser tous les éléments que vous allez collecter autour de vos utilisateurs et de leur comportement pour améliorer votre business et transformer votre business, numériser votre business et du coup accompagner votre transformation numérique au sein de votre société grâce aux données et aux technologies Big Data. On a un troisième use case sur l'optimisation environnementale, par exemple. Là, on va utiliser des événements qui se produisent, en particulier des événements environnementaux, pour faciliter et optimiser vos productions ou vos process. Je prends un exemple de certains de nos clients, un client qui travaille dans les céréales et qui a installé sur chacune de ses parcelles des capteurs connectés où ils vont aller récupérer les informations de l'acidité du sol, de l'hygrométrie, de l'ensoleillement de la parcelle, croiser avec les données de prévision météo, croiser avec les particularités et les caractéristiques spécifiques de chacune de leurs semences. Et à partir de toutes ces informations-là, la puissance de calcul Big Data va leur permettre d'avoir une vision très fine de toutes les actions qu'ils doivent entreprendre sur chacune de leurs parcelles pour optimiser leur production de céréales. De la même manière, chez Ifremer par exemple, tous les capteurs en mer qui vont calculer les courants, la salinité, vont pouvoir être utilisés pour croiser ces informations avec des événements ou des données météo pour améliorer la connaissance des modèles maritimes. Donc avec la puissance de calcul du Big Data, vous allez pouvoir croiser toutes ces informations pour vous permettre d'optimiser vos chaînes de traitement. Vous avez des cas sur la détection des fraudes. Donc on parle de signaux forts, on parle de signaux faibles, en particulier dans les domaines d'activité bancaire ou assurance. Et là, signaux forts, c'est assez facile de mettre en évidence des fraudes sur des signaux forts. Mais sur les signaux faibles, là, la machine va apprendre, on va mettre en place des algorithmes de machine learning pour pouvoir derrière faire en sorte que ce soit la machine qui détecte tous les contrats qui potentiellement sont des contrats frauduleux et alimenter les personnes qui sont responsables de l'inspection et du suivi avec des éléments très précis. Et plutôt que de dire sur un pool de 100 000 contrats, nos inspecteurs vont prendre une centaine de contrats par exemple pour les étudier, là c'est la machine qui va leur dire étudie ces 100 contrats parce que j'ai détecté qu'il y a tel point qui me paraissent suspects. Et donc vous allez améliorer la performance de vos contrôleurs parce que justement la machine va les guider et va leur donner toute une série d'éléments qui va leur permettre d'optimiser leur temps de travail sur des contrats ciblés. On va parler d'optimisation logistique également. Donc là, par exemple, pour des sociétés de transport ou des sociétés de production. Je vais prendre l'exemple de Coca-Cola, par exemple, sur l'optimisation logistique. Avec toutes les données de consommation mondiale, les prévisions météo, un certain nombre de prévisions en termes d'événementiel, Coca-Cola est capable de piloter de manière automatique la production
de ces boissons soda, la commande automatisée des camions auprès de leurs prestataires qui vont aller livrer le Coca-Cola, et derrière, d'être capable d'avoir en flux tendu les volumétries magasin par magasin spécifiques en fonction des prévisions d'augmentation de la consommation. Si on prévoit par exemple que le week-end prochain il va faire chaud, de manière générale, le système va alimenter les magasins en Coca pour que derrière vous puissiez avoir la possibilité d'acheter votre Coca lorsque vous en aurez besoin. Dernier use case sur lequel on va faire un petit focus, c'est la maintenance prédictive des réseaux. Dans ce cadre-là, des sociétés d'électricité ou d'eau, par exemple, des gaziers, vont pouvoir, avec une série de capteurs disposés partout sur leur système, être capable de prévoir les pannes des pièces, les pannes qu'il peut y avoir chez leurs clients, être capable d'intervenir en amont pour éviter des indisponibilités de certains de leurs systèmes, et donc à la fois optimiser les coûts de maintenance parce que la maintenance va être ciblée, et optimiser la confiance de leurs clients puisque le taux de panne sera nettement moins important et le client aura l'impression que le système fonctionne toujours parfaitement, alors qu'en fait là c'est la machine qui derrière a mis en évidence des pannes qui pouvaient se produire et des actions correctives ont été prises en amont et en prévision de ces potentielles pannes. Donc voilà une demi-douzaine de cas sur lesquels les technologies Big Data peuvent améliorer la valorisation des données et derrière optimiser et améliorer votre business. Il existe évidemment plein d'autres use cases, mais je voulais faire un focus sur ces 6 points-là. Derrière, vous avez un projet, vous avez des problématiques, vous savez que les données peuvent y répondre. Comment est-ce qu'on réussit son projet initial? Le premier point, le plus important, c'est la communication et le partage d'informations au sein de l'entreprise. Pourquoi? Un projet Big Data, c'est pas un projet qu'on peut faire dans son coin. C'est un projet qui va mettre à contribution une bonne partie des compétences de votre société, que ce soit au niveau du COMEX, des compétences métiers, des compétences techniques. Et ces publics-là, ces 3 publics-là, non seulement il va falloir les informer, mais il va falloir les convaincre. Alors au niveau du COMEX, comment convaincre votre direction? On a dit les technologies Big Data sont des technologies qui ont profondément diminué les coûts de stockage et de traitement de l'information. Mais ce ne sont pas des architectures low cost pour autant. Le Big Data, ça a un coût en termes d'infrastructure, ça a un coût en termes humains. Et les objectifs derrière, même si ce sont des objectifs qui peuvent être très valorisants autour de la communication de l'entreprise, c'est des objectifs qui peuvent être à moyen ou à long terme. Il n'est pas rare de voir des projets Big Data prendre 12 à 18 mois pour aboutir, parce que tout le travail de maturation de la connaissance métier, de maturation des données, d'amélioration et d'optimisation des algorithmes, vont faire que ça peut être des projets qui peuvent être longs en termes de time to market, et derrière, votre direction va vous demander un retour sur investissement. Et aujourd'hui, les big data s'étant démocratisés, ça va parler à tout le monde, et la notion de big data, c'est potentiellement des revenus très importants. Mais il va falloir être capable de démontrer à votre direction qu'il va falloir laisser un petit peu de temps au départ pour atteindre les objectifs en termes de ROI. Et en même temps, tout à l'heure, on verra comment faire pour réduire au minimum ce time to market de manière à ce que vos projets puissent être opérationnels le plus vite possible. Il va falloir convaincre vos métiers. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont la connaissance des usages et des données. C'est pas la technique qui va pouvoir apporter ces compétences-là, c'est le métier qui va apporter ces compétences-là. Et quand vous arrivez à convaincre le métier de la pertinence d'un data lake pour pouvoir analyser l'information, prendre des décisions et innover autour de l'information, vous allez voir que du métier viennent généralement des dizaines et des dizaines d'idées et une multitude de projets possibles. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, une fois que votre projet initial est réussi, vous allez voir que derrière, les projets suivants se font tout seuls parce que au sein de votre société, vous avez réussi à mettre dans la tête des gens que avec les données, ils seront plus efficaces, avec les données, ils pourront innover, avec les données, ils pourront décider, et à partir de là, les projets vont se faire tout seuls. Donc il faut réussir ce premier projet, et les utilisateurs des données, ceux qui vont réussir à
construire, à créer de la valeur sur les données, c'est les équipes métiers, et c'est pour ça qu'il faut les associer dès le départ, et qu'il faut vraiment co-construire les modèles avec eux. Et il va falloir aussi convaincre la technique. Bon, généralement, dans l'équipe Big Data, c'est facile, on est tout de suite convaincu. Mais à côté, au niveau de l'architecture, de l'exploitation, de la business intelligence, il va aussi falloir construire ces personnes-là parce que ça implique des changements. En termes d'architecture, les architectures classiques ne sont pas les mêmes que les architectures Big Data. Dans le Big Data, on est sur des modèles distribués. Les architectures données ne sont absolument pas identiques aux architectures actuelles. En termes d'exploitation, les techniques qui s'occupent de l'exploitation vont avoir à administrer des serveurs qui font partie d'un écosystème qu'ils vont avoir du mal à visualiser. Donc il va falloir les accompagner, les aider, les intégrer à votre démarche pour éviter de les mettre de côté. Et l'infrastructure, c'est souvent au départ le socle de votre réussite et le nerf de la guerre en termes de puissance de calcul. Et il y a la business intelligence qui peut voir parfois l'arrivée d'une équipe Big Data comme des concurrents, parce que les architectures de données sont différentes, parce que une fois que le Big Data est lancé, généralement on met en place des systèmes qui vont permettre d'ouvrir et de démocratiser l'accès à l'information, et des process qui sont très différents des process de la business intelligence classique. Donc parfois, on peut avoir des équipes business intelligence et décisionnelles qui vont percevoir le Big Data comme, on va dire, un concurrent à leur travail, à leur démarche. Donc ça aussi, il va falloir convaincre ces équipes-là du bien fondé et du gain potentiel, parce que au final, Big Data et décisionnel, ça va très bien ensemble et c'est complètement deux environnements, deux univers complémentaires. Donc il y a des messages à faire passer. Ces messages, ça va être des démarches d'innovation. Il va falloir faire voir à toute votre société que le Big Data, c'est pas seulement quelque chose de nébuleux ou une boîte noire où on va mélanger les data. Il y a des data scientists qui vont les traiter. Le métier de data scientist, c'est un métier un peu fou. Non, c'est une démarche d'innovation au sein de votre entreprise où vous allez pouvoir communiquer, fédérer les énergies des différentes directions, des différentes équipes autour d'un projet commun. On va rompre avec les habitudes, on va accompagner le changement, parce que effectivement, cette capacité d'avoir accès à toute l'information de manière déstructurée change complètement les habitudes des gens et les processus métiers au sein de votre entreprise. Donc, c'est un discours, c'est des messages qu'il va falloir faire passer autour de cet accompagnement du changement pour convaincre les gens et pour vous en faire des alliés. Il y a la notion de data centric. Beaucoup d'entreprises, au niveau de chaque direction, aiment bien que leur data, ce soit dans leur direction, soit leur silo d'information. Là, on est souvent dans des modèles où on va exposer pour tout le monde la totalité de l'information et chacun va y avoir accès et chacun va pouvoir croiser les données de l'équipe d'à côté avec les siennes pour essayer d'en tirer de la valeur. Donc, ce sont des modèles qui sont en rupture avec les modèles classiques. Et là, il va aussi falloir bien expliquer les objectifs pour vraiment faire voir cette notion de data centric comme une opportunité. Et les métiers du big data et de la data value de manière générale sont des métiers en évolution permanente. Les outils changent tout le temps, les outils s'améliorent tout le temps, les technologies évoluent, les démarches, les processus, les algorithmes parfois évoluent de manière permanente. Et ce modèle d'évolution permanente, là encore, c'est une habitude qu'il va falloir rompre parce que on rentre dans une démarche où on est en constante évolution, en constante progression, en constant changement. Et il faut être en permanence à l'écoute de ces changements et à l'écoute des opportunités. Donc voilà, communiquer et convaincre les trois publics du bien fondé de votre démarche. Derrière, jusqu'à présent, l'habitude, c'était souvent de faire des POC techniques. Moi, je préfère parler de la notion de pilote. Pourquoi ? Aujourd'hui, la maturité des technologies de l'écosystème Big Data, c'est quelque chose qui est avéré. On ne parle plus de est-ce que les technologies Hadoop fonctionnent, est-ce que les distributions Cloudera, Hortonworks fonctionnent, est-ce que les outils de data visualisation fonctionnent. Non, tout cet écosystème-là, il fonctionne, il est éprouvé, il est en production dans de très grands groupes, il est en production chez Google, chez Amazon, chez Facebook, chez Apple. Ce sont des technologies qui fonctionnent. Le nerf de la guerre sur ce sujet-là n'est pas tant de savoir si
le big data fonctionne, mais c'est est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je suis capable de mettre à l'échelle un use case que je voudrais traiter, et est-ce que je suis capable finalement de valoriser mes données grâce à ces technologies. Et donc, on va mettre le focus pas sur la technique, mais on va mettre le focus sur le métier, sur la valorisation de l'information et sur l'ajout des compétences nécessaires, aussi bien techniques que en termes de data science ou en termes d'accompagnement métier, pour arriver à mettre en place ces use cases. Et là, ici, au sein de ces équipes, à toutes les compétences nécessaires si vous souhaitez monter un projet, pour vous accompagner, pour vous faire monter en compétences, pour vous permettre d'acquérir les éléments techniques ou les éléments métiers vous permettant d'utiliser au mieux votre data lake et derrière de créer de la valeur. Donc, on ne parle plus de POC, on devrait plutôt parler de pilote aujourd'hui. Et pourquoi un pilote? Pour derrière cibler directement le bénéfice pour votre entreprise. Plutôt que de faire ce qu'on appelait à l'époque le POC technique, l'idée là c'est vraiment de mettre en place le use case avec un ROI attendu. On le fait certes, puisque dans le cadre d'un pilote, sur une quantité de données maîtrisée, sur un sample de data bien défini, mais intégré dans le système d'information data de votre entreprise, avec un objectif, avec des preuves à apporter et avec un retour sur investissement attendu pour votre direction. Donc là, on va effectivement montrer la capacité à produire de la valeur sur vos données et on va créer une cohérence globale de l'intégration du système dans votre SI. Ce qui fera que, une fois que vous aurez fini votre pilote et si votre pilote aboutit à la preuve que ça a de la valeur, que votre data peut répondre à vos problématiques, derrière, vous n'aurez qu'à faire une mise à l'échelle et à intégrer la population globale de vos informations. Et il n'y aura pas de problématique technique, il n'y aura pas de problématique métier, puisque ça aura été vu dans le cadre du pilote. La seule chose à faire, ce sera de monter à l'échelle pour pouvoir stocker et traiter la volumétrie globale. Alors qu'avec un POC, vous pouvez être bloqué par le fait que vous avez démontré que la technologie fonctionne, mais vous ne savez pas pourquoi l'utiliser, et vous n'avez pas non plus mis en œuvre les éléments pour vérifier que l'intégration dans le système d'information de notre société était efficace. Donc derrière, c'est pour ça que je parle de proof of value, de preuve de valeur, et pas de POC. Ne surtout pas brider les utilisateurs métiers. On l'a dit tout à l'heure, ce sont eux qui créent de la valeur. Parce qu'ils ont la connaissance du contexte métier, parce qu'ils ont la connaissance du contexte business, parce que c'est eux qui vont utiliser les données, c'est eux qui vont avoir les idées, la plupart des idées, pour croiser l'information et pour innover autour de l'information. Donc la technique, et je suis bien placé pour en parler, et d'autant plus à l'aise parce que je viens de la technique, la technique doit vraiment se mettre au service de la création de valeur et des créateurs de valeur, donc du métier. Le big data de manière générale et les technologies Hadoop doivent vraiment être vues comme un service à mettre aux dispositions des créateurs de valeur. Et pour ce faire, on va mettre en œuvre les outils qui sont adaptés. Donc il faut vraiment décloisonner les big data. Ne pas en faire une boîte noire connue simplement par 2-3 développeurs, un data scientist, mais vraiment que ça soit une porte d'accès sur la capacité d'avoir des idées, d'avoir de l'innovation potentielle pour vos métiers. Il faut favoriser cette accessibilité en proposant des outils de consultation, des outils de recherche, des outils de data visualisation, faire jusqu'à du data storytelling pour pouvoir raconter des histoires autour des analyses métiers qui sont faites sur la donnée, de manière à ce que le data lake devienne le point central de l'innovation de votre entreprise et que vous allez voir rapidement, si vous arrivez à faire ça, vous aurez une direction qui aura porté le use case initial, qui va arriver en réunion de direction avec des éléments visuels, des preuves, de la donnée pour argumenter autour de leur perspective et de leur demande d'arbitrage. Et vous aurez toutes les autres directions qui vont venir vous voir en disant nous on veut pareil, parce que ça les a impressionnés, parce que c'est clair, parce que c'est précis, parce que c'est fiable, parce que ça vient des données des utilisateurs, et donc derrière vous allez créer cette émulation et vous allez créer cette démarche parce que vous avez mis en place un vrai processus de data vis et de data storytelling autour de vos données, et il ne faut donc surtout pas brider vos utilisateurs métiers qui sont
qui sont le cœur en fait de cette démarche-là. Côté technique, avoir l'esprit ouvert. L'écosystème Big Data, il est très très vaste. Il y a des centaines, peut-être un millier d'outils autour de l'écosystème. Donc on va parler évidemment d'Hadoop, on pourrait parler aussi du NoSQL, que ce soit du Cassandra, que ce soit du MongoDB, que ce soit éventuellement de l'Elasticsearch. Toutes ces technologies-là, comme les distributions Hadoop, Cloudera, Horton, Mapper, vont vous permettre d'apporter des outils à votre environnement, à votre écosystème, pour être plus efficace. On va parler des langages de développement. Jusqu'à présent, on utilisait du Pig, du Hive. Maintenant, il y a les technologies in-memory, du Spark, du Flink, du Storm qui apparaissent. En particulier Spark, qui est très, très utilisé aujourd'hui, qui va vous permettre d'accélérer encore plus vos temps de traitement et donc d'être capable de gérer de plus grosses encore volumétries d'informations dans des temps de plus en plus courts. Cet écosystème, il vaut aussi au niveau du cloud, que ce soit Microsoft Azure, que ce soit Amazon, que ce soit Google. Ils proposent tous aujourd'hui des environnements complets de data lake dans le cloud, de construction à la demande de clusters Hive, de clusters Spark, de clusters Kafka, si vous voulez faire du message broker, pour avoir vraiment quelque chose de complètement dématérialisé et aussi de réduire les coûts, parce que bien construit, une plateforme Big Data sous du Azure par exemple, vous pouvez maîtriser parfaitement vos coûts et vous pouvez diminuer vos coûts d'administration et de maintenance de manière assez importante, tout en ayant tous les éléments et tous les outils nécessaires pour tirer et créer de la valeur autour de vos données. Donc le cloud, de plus en plus, va devenir une option très intéressante pour le big data. Et on a aujourd'hui de plus en plus aussi d'outils d'abstraction qui vont vous permettre, en surcouchant les éléments moteurs des distributions Hadoop, de démocratiser complètement l'accès à vos données. Que ce soit des utilisateurs d'ETL classiques comme Talend. Talend a sorti une suite Big Data, mais c'est vrai aussi pour Informatica, c'est vrai pour IBM par exemple, avec des suites qui sont construites sur le même modèle que les ETL classiques, pour manipuler des données clusterisées, distribuées sur des techno big data. Et donc, vous allez pouvoir facilement mettre à disposition de vos ingénieurs en ETL aujourd'hui, de vos développeurs ETL, les technologies ETL big data pour traiter vos chaînes de transformation d'information. Vous avez des outils de data science qui vont vous apporter des bibliothèques d'algorithmes, qui vont vous apporter de manière rapide des résultats sur des samples de data pour tester ces algorithmes, et donc derrière d'être vraiment capable de manipuler de toutes les manières que vous voulez vos informations. Et vous avez des outils qui vont abstraire les couches de data visualisation, de data storytelling, et qui vont vous permettre de vraiment mettre en valeur vos données. Quel que soit le niveau d'abstraction auquel vous vous placez, de manière générale, l'environnement technique est en évolution permanente aujourd'hui. Et les technologies, tous les ans, s'améliorent, se propagent, se créent, et il faut vraiment rester à l'écoute, avoir l'esprit ouvert pour pouvoir profiter des dernières évolutions sur ces technologies, et pour pouvoir mettre à disposition de vos créateurs de valeur toujours les outils les plus à même de les intéresser. Enfin, dernier point, mettre en œuvre des bonnes pratiques, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui s'appliquent à d'autres types de projets qui fonctionnent aussi très bien avec le big data. Le premier au niveau des processus, c'est l'agilité. Les processus agiles fonctionnent très bien avec les projets big data, parce que, on l'a vu tout à l'heure, ils sont en évolution permanente, que ce soit au niveau des technos, que ce soit aussi au niveau des algorithmes. Quand vous allez mettre en place un algorithme pour créer de la valeur, l'algorithme il va vivre sa vie, il va se spécialiser, il va évoluer, vous allez tester plusieurs versions de l'algorithme. En permanence, vous allez effectuer des tests pour arriver à affiner les choses, à trouver le meilleur algorithme à positionner sur votre chaîne de traitement. Et c'est sûr que l'agilité va favoriser l'obtention d'un résultat et va diminuer de manière assez significative dans ce type de projet le time to market, de manière à rapprocher l'obtention du ROI et d'arriver à convaincre votre direction qu'en mettant en place ce genre de
de processus sur ce genre d'architecture, vous allez être capable de diminuer les temps projet et donc d'apporter beaucoup plus rapidement de la valeur pour l'entreprise. Et toujours garder cette notion de co-construction dès le départ d'un projet Big Data, le métier, la technique, ensemble, pour apporter les solutions et les meilleurs technos, les meilleures idées pour créer de la valeur. Alors quand on parle des pratiques BI, le Big Data apporte un nouveau paradigme au niveau des pratiques. Exit tout ce qui est modèle en étoile, modèle en flocon, les univers, toutes ces notions purement business intelligence classiques, on va dire, c'est des notions qui n'ont pas de réelle signification dans le cadre d'un data lake Big Data. En revanche, si on peut opposer les modèles relationnels et les modèles sur les data lakes, les principes qui s'appliquent à la business intelligence, les principes de rigueur, de reporting, les principes d'utilisation d'algorithmie, puisque un grand nombre d'algorithmes qu'on utilise aujourd'hui dans le domaine du big data, c'est des algorithmes qui proviennent de ce qu'on appelle la business intelligence classique. Donc il ne faut pas opposer les deux notions. Parce que quand on mélange les équipes décisionnelles, les équipes big data, on s'aperçoit souvent qu'il y a vraiment une émulation qui se crée et une complémentarité qui se crée. On est capable avec les technologies big data de traiter des volumétries beaucoup plus importantes d'informations. Et avec les technologies décisionnelles, on est capable d'apporter de la visualisation, d'apporter de la diffusion de cette visualisation au sein d'une entreprise, de la portabilité de cette visualisation au sein d'une entreprise. Donc, même si le paradigme a changé et que les pratiques classiques ne s'appliquent plus en l'état, la complémentarité entre les deux niveaux, big data, business intelligence, cette complémentarité est très importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'utilise plus trop les termes de big data ou de business intelligence, mais plutôt de data intelligence, parce qu'on fusionne un petit peu les démarches autour des deux éléments, des deux démarches technologiques. Enfin, réévaluer systématiquement ces objectifs. C'est très très important pour obtenir un vrai ROI sur un projet Big Data. C'est systématiquement, tous les mois, tous les 2 mois au maximum, réévaluer les objectifs, réévaluer l'avancement, conserver un cap cohérent et toujours mettre en perspective le ROI à obtenir avec la démarche qu'on a entrepris et aussi les opportunités que cette démarche va permettre d'ouvrir. Et en faisant en fait ce travail-là de réévaluation, vous allez arriver à convaincre votre direction de continuer à vous faire confiance, parce qu'elle verra au fur et à mesure du temps l'avancement de vos projets et derrière tout ce qu'elle peut en tirer. Et c'est comme ça souvent qu'on arrive à gagner un petit peu de temps, à avoir quelques 2-3 mois supplémentaires pour finaliser. Et c'est souvent dans des projets Big Data qui sont en échec, c'est des projets qui, avec un petit peu plus de temps, auraient réussi, mais arrivé à un moment, la direction n'est plus en mesure de vous donner ce temps-là, parce que vous n'avez pas été assez en mesure de les convaincre. Et donc, en faisant cette démarche de réévaluation d'objectifs, vous allez arriver à convaincre votre direction de vous donner parfois les quelques semaines qu'il faut pour finir votre projet et prouver ce ROI. Donc voilà en termes de tous les conseils qu'on pouvait vous donner pour réussir votre projet initial. Chez ICI, évidemment, moi-même ou mes collaborateurs, on reste à votre disposition pour vous aider à mettre en pratique ces éléments-là et à vous aider à réussir votre projet dans un cadre de co-construction. On va finir par le data-driven. Une fois que vous avez réussi votre projet initial et que vous allez voir toutes les directions de votre société venir vous voir pour avoir eux aussi leur accès sur le data lake et avoir la possibilité de créer une histoire autour des données et d'innover sur les données, petit à petit, vous allez rentrer dans cette démarche de data-driven. Alors, qu'est-ce que c'est le data-driven ? Dans le data-driven, on met la donnée au cœur de l'entreprise et on décide grâce aux données. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vertueux de la data où on définit une idée, on mesure l'impact de cette idée, on analyse les résultats, on innove par l'analyse des résultats, on contrôle si l'innovation a atteint ses objectifs, et du coup, on redéfinit des priorités. Et c'est cette boucle sans fin autour de la data qui va créer cette démarche où de plus en plus, les équipes vont utiliser la donnée comme preuve pour justifier telle ou telle demande d'arbitrage auprès de la direction.
Et elle permet en plus de vous aider à trouver des débouchés supplémentaires aux données. On va prendre un cas concret, c'est le cas d'Amazon. Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, est la personne qui a, on va dire, prophétisé l'idée du data-driven, en tout cas qu'il a mis en pratique de manière vraiment industrielle. Au milieu des années 2000, donc Amazon se définissait comme un grand libraire numérique et vendait principalement du livre et du disque. Et Jeff Bezos a voulu augmenter le périmètre de son entreprise. Et pour ça, il a envoyé un mail à tous ses managers en leur disant, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, vous devez collecter toute votre donnée. Vous devez exposer via des API toute votre donnée. Toutes les directions doivent pouvoir avoir accès à toutes les données de toutes les autres directions. Et je ne prendrai plus de décision si je n'ai pas au moins 3 preuves, 3 éléments issus d'une analyse de nos données. Et le dernier élément, c'était, bon, en gros, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez vous en aller. Et de cette démarche-là, Amazon est rentré complètement dans un domaine de data-driven. Et elle est allée beaucoup plus loin, parce que tous les services aujourd'hui, on parle d'Amazon Cloud, de S3 pour le stockage, de EC, de MR, toutes ces technologies d'Amazon, elles ont été construites par la technique d'Amazon pour répondre aux besoins purement Amazon au départ, de stockage de la donnée, de collecte, de démocratisation, de cloudification des services, de data visualisation. Tous ces éléments-là ont été développés par la technique pour pouvoir répondre aux besoins de je veux pouvoir donner des preuves et utiliser des preuves avant de prendre une décision. Et à partir de là, c'est redescendu à tous les niveaux, que ce soit du chef de projet avec ses équipes de 4-5 personnes, jusqu'au directeur d'une filiale d'Amazon et jusqu'à Jeff Bezos, chaque strate hiérarchique a appliqué la même règle. Pour prendre un arbitrage, je veux au moins 3 éléments basés sur les données. Et Amazon, avec ces éléments-là, on est arrivé à être une entreprise globale proposant des services dans de multitudes d'éléments différents, justement parce que chaque service qu'Amazon lance est basé sur un certain nombre de preuves au niveau des données, et donc la réussite de ces services est quasi assurée en amont. Toutes les preuves ont été montrées pour être sûr que le service va répondre aux besoins des utilisateurs. Et donc éviter le risque de l'intuition. Donc voilà, sur les décisions, il y a 3 types de décisions. Une décision, on va dire, répartie, balanced, avec une part d'intuition, une part de clients et de panel clients, une part d'éléments financiers pour prendre une décision, une part de data, une part de techno. Chacun a donné son avis. Quand chacun donne son avis, généralement, c'est le dernier avis qui a parlé qui est retenu. C'est pas forcément la meilleure. La démarche de l'intuition, c'est de dire, bon ben voilà, j'ai une idée, c'est moi le big boss, vous appliquez. Bon ben l'intuition, alors il y a des visionnaires, hein. Ça existe dans toutes les sociétés. Et puis après, il y a aussi des décisions sur des intuitions qui se noient et qui font de gros échecs. Donc, à moins d'être visionnaire, la décision par l'intuition n'a pas fait ses preuves. Et puis la décision par la data. Décision par la data, c'est encore une fois, c'est se baser sur les constats auprès des utilisateurs, des constats tangibles sur les données, pour prendre des décisions. Et de fait, quand les constats sont basés sur les données tangibles, le risque d'échec est grandement diminué. Et pour finir, une petite bande dessinée humoristique sur le sujet de l'intuition que je vous laisse découvrir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et j'espère qu'il a répondu à vos attentes et qu'il vous a intéressé. Encore une fois, chez ICI, nous restons à votre disposition pour vous accompagner, vous aider sur ces technologies-là. Nous avons des équipes techniques qui sont expertes sur les sujets de la data visualisation et du big data. Et nous sommes à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.